Bonjour, nous allons parler aujourd'hui du syndrome du bébé secoué. Donc aujourd'hui, nous verrons le premier volet d'une trilogie. Là, nous allons voir la physiopathologie et les vidéos suivantes concerneront le diagnostic et la prise en charge. Donc le syndrome du bébé secoué, il est représenté par ce dessin terrible d'Honoré Daumier qui date du milieu du 19e siècle, qui est un petit peu le moment auquel a eu lieu une prise de conscience concernant la maltraitance à enfants. Donc en introduction, le syndrome du bébé secoué, c'est une cause importante de morbidité et de mortalité chez le jeune enfant. Et si on regarde les causes de mort traumatique chez ces enfants, on voit que la maltraitance, ça dépasse de la tête et des épaules toutes les autres causes de traumatisme crânien sévère, que ce soit les accidents de la voie publique, les chutes de trotteurs ou d'autres causes de mortalité traumatique. C'est une cause de morbidité, comme je l'ai dit. Malgré tout, on a quand même une bonne partie de ces enfants qui, dans la petite enfance, vont mener une vie normale, d'autres qui auront des séquelles légères, des séquelles graves, et 10% qui vont décéder. Donc c'est relativement peu par rapport à d'autres séries. Ça tient probablement au fait qu'on a une méthodologie de diagnostic qui est très rigoureuse au CHU de Lille et que beaucoup d'enfants ont en fait des formes peu graves au moment de l'admission. Donc, le diagnostic médical a des implications juridiques, bien sûr, et la physiopathologie, elle est débattue, elle est discutée en particulier à l'heure actuelle par ceux qu'on appelle les denialists, qui, qui remettent en cause l'existence même du syndrome du bébé secoué, qui est pourtant une entité bien établie, comme on va le voir. Et je voudrais insister aussi sur le rôle du liquide cérébrospinal. Et en tant que neurochirurgien, on est très sensible à cette importance du liquide cérébrospinal qui peut nécessiter une ponction, un drainage et qui, en même temps qu'étant la cause d'un problème, c'est aussi la solution de ce problème. Alors, la définition du syndrome de bébé secoué, certains denialistes en particulier voudraient nous enfermer dans une fameuse triade qui comprend l'hématome sous-dural, l'œdème cérébral, les hémorragies rétiniennes. Donc ça, ce sont les composantes classiques du syndrome du bébé secoué. Pourtant, fort heureusement, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas d'œdème cérébral. Ce sont vraiment les formes les plus graves, où il y a cet œdème cérébral qui correspond en fait à des lésions ischémiques, à des lésions traumatiques extrêmement graves. Et par contre, il y a quelque chose qui est très important, c'est l'absence d'impact. On a des lésions traumatiques alors qu'il n'y a pas de signe d'impact. Évidemment, il peut y avoir ce qu'on appelle le shaken impact syndrome, qui est une forme particulièrement grave du syndrome du bébé secoué, qui s'accompagne de fractures, mais celle-ci était historiquement rapportée dans une série autopsique, bien sûr avec une gravité tout à fait considérable. Alors, l'origine du secouement, pourquoi est-ce qu'un bébé est secoué? Là, ce sont les statistiques du CHU de Lille où on a vu un pic de survenue des enfants maltraités au mois de novembre. Alors pourquoi au mois de novembre? Eh bien, si on regarde le pic des naissances, on a un pic des naissances qui survient au mois de septembre. Donc, en fait, ça correspond à la prévalence de l'âge autour de 2 mois pour la majorité de ces enfants. Et si on regarde maintenant l'âge auquel survient ces sangliers secoués dans la série lilloise, eh bien, on voit que c'est exactement superposable à la courbe de la durée des pleurs du nourrisson. Et c'est vraiment les pleurs du nourrisson qui sont à l'origine de cet adulte qui perd complètement ses moyens et qui réagit mal devant ce bébé qui pleure de façon incontrôlable. Et malheureusement, on voit que la reprise du travail de la mère, ça correspond à peu près à cette période où il y a le maximum de pleurs et le maximum de bébés secoués. Et c'est une histoire stéréotypée qu'on rencontre d'un cas sur l'autre d'une maman qui vient d'avoir son bébé, qui reprend le travail et qui confie l'enfant à un papa ou un beau-père qui reste à la maison parce qu'il n'a pas de travail. Et ce beau-père seul ou ce père va perdre les pédales et secouer l'enfant. Donc, ce sont bien les pleurs du nourrisson qui vont conduire au secouement, ce qui veut dire que la prévention, la cible, c'est tout le monde. Donc, d'où le crayon dont on va parler ultérieurement. Alors, l'épidémiologie du syndrome du bébé secoué, si on regarde le perpétrateur, dans la grande majorité des cas, c'est un père ou un beau-père. Plus rarement,
une mère, mais ça arrive, parfois c'est le père et la mère, et dans la démographie du Nord-Pas-de-Calais, le rôle d'une assistante maternelle est beaucoup, ou de quelqu'un chez l'assistante maternelle, est beaucoup moins important qu'en région parisienne où ils ont la première place. Alors, le perpétrateur, qu'est-ce qu'on a comme chose particulière? Il y a des antécédents sociopsychiatriques, c'est très significatif. Conduite addictive, pas particulièrement. Des problèmes dans la fratrie, ça aussi, c'est un élément important de prédiction de maltraitance. Une mère isolée, en fait, elle n'est pas si isolée que ça. Il y a très souvent un beau-père qui va avoir un petit peu le rôle du lion qui va tuer les lionceaux pour mettre sa descendance à la place. Alors, si on regarde maintenant les victimes, quels sont les facteurs de risque? Eh bien, le fait d'avoir des antécédents en période périnatale, des difficultés pendant la grossesse, une prématurité, des difficultés en postnatal, tout ça, ce sont des facteurs de risque qui sont tout à fait significatifs et ça nous définit un groupe à risque pour une prévention ciblée, à la fois les enfants et les parents. Maintenant, le profil du bébé secoué par rapport au bébé battu, donc on s'imaginerait, on considère qu'en fait, les maltraitants, ça peut être tout le monde. Alors c'est vrai que ça peut arriver dans tous les groupes sociaux malgré tout, et que ça peut intéresser même des personnages qui semblent sympathiques comme notre ami Titeuf, mais malgré tout, c'est pas n'importe qui va secouer son enfant et qui va passer à l'acte. Donc, si on regarde les enfants battus par rapport aux bébés secoués, en fait, on a exactement les mêmes facteurs, la même prévalence de problèmes périnataux ou postnataux. Donc, c'est les mêmes enfants qui vont être secoués et qui vont être battus. Et les perpétrateurs, c'est également les mêmes. Donc, il y a quand même un profil, semble-t-il, du maltraitant. Et si on compare maintenant entre une maltraitance avouée et une maltraitance non avouée, donc ça c'est des données tout à fait récentes qui viennent d'être publiées, on voit qu'en fait le terrain psychiatrique, la négligence, l'addiction, les antécédents légaux, ça n'est pas différent entre la maltraitance avouée et les maltraitances niées. Par contre, et que concernant la victime, là aussi, il n'y a aucune différence. Donc, c'est vraiment le même profil, aussi bien du maltraitant que du maltraité. Ça veut dire que globalement, les populations sont les mêmes. Donc, le diagnostic est correct, mais il y a une différence de degré et pas de nature de la maltraitance. Donc, en résumé, si on s'intéresse au contexte socio-familial, le patient qui n'a pas eu de trauma, bon, on dit que c'est n'importe qui. Quand il y a un trauma accidentel, il peut y avoir un contexte de négligence. Évidemment, ça peut arriver à n'importe qui, mais il y a des gens à qui ça arrive plus qu'à d'autres. Le bébé secoué, on peut parler d'impulsivité souvent, comme circonstance atténuante, et que l'enfant battu, on parle de violence. En fait, les statistiques qu'on a montrées, ça montre que la césure, elle est là, et que d'un côté, on a le trauma accidentel ou pas de trauma, et d'un côté, on a la maltraitance. Et donc, d'un côté, n'importe qui, d'un côté, la maltraitance, qu'elle soit avouée ou non. Maintenant, entre du secouement aux lésions anatomopathologiques, comment est-ce que ces lésions vont se constituer? Donc ça, vous voyez, c'est un jeune homme qui va secouer son bébé sur la plage, qui l'envoie en l'air pour jouer, et ça n'est pas du tout de la maltraitance. Si on fait un arrêt sur image, on se rend compte que la tête de l'enfant reste toujours dans l'axe de son corps. Il n'y a eu aucune conséquence de ce jeu sur la plage. L'enfant rigole beaucoup, ça l'amuse beaucoup. C'est totalement différent de ce qu'on voit ici, avec un atmosphère électronique qui va pleurer et qui va pleurer d'autant plus qu'on secoue et dont des lésions vont apparaître. Il y a des lumières qui vont s'allumer. Ça représente de façon tout à fait visuelle cette maltraitance. Donc on voit vraiment que c'est un enfant dont la tête va partir d'avant en arrière avec un va-et-vient, une amplification du mouvement qui a été bien illustrée dans les modèles biomécaniques informatisés de l'équipe de Strasbourg. On voit cette énergie du secouement qui va s'amplifier et qui va atteindre un niveau qui est comparable à celle d'un impact. Ces mouvements de va-et-vient, ils s'amplifient parce que le mouvement n'est pas inhibé par la musculature rachidienne. Le rachis est souple, les muscles sont lents, hein, ce sont des fibres musculaires blanches. C'est amplifié par le poids de la tête qui est particulièrement important proportionnellement au poids du corps.
et ça va avoir comme résultat de faire une traction et un arrachement des veines corticodurales, comme ça a été bien mis en évidence par Caroline Rambaud et Catherine Adamsbaum. On voit ici l'autopsie de cet enfant dont les veines sont arrachées et thrombosées. Donc l'anatomie pathologique, eh bien, on a des veines arrachées, des veines thrombosées. On a un saignement sous-arachnoïdien et sous-dural. Donc là, c'est un schéma de Julie Mac qui représente assez bien ce saignement qui vient des veines corticodurales. On a une diomère qui est infiltrée d'hématies. Quand on voit l'autopsie, on a des canyellicules dans la diomère qui sont probablement les voies de résorption du liquide cérébrospinal qui vont être infiltrées d'hématies. Macroscopiquement, on voit au sommet du crâne cette diomère qui est totalement gorgée de sang. Et puis, on a des lésions neuronales, avant tout des lésions ischémiques, mais également des lésions traumatiques avec des lésions axonales diffuses, et puis des lésions de délamination corticale avec une abrasion de l'épimère, notamment au niveau des régions du cortex orbitofrontal, comme on le voit ici chez cet enfant qui a secondairement développé un hématome sous-dural, mais on avait déjà des lésions séquelaires d'un traumatisme. On s'imagine assez bien ce cortex qui va frotter sur le toit de l'orbite des deux côtés avec le cerveau qui va et qui vient à l'occasion du mécanisme de secouement. Alors, les autres lésions, on a des lésions rachidiennes qui peuvent être bénignes, comme un tassement cunéiforme en haut à droite, ou qui peuvent être dramatiques. On peut avoir des fractures de côte, on peut avoir des contusions du nerf optique. Ça, ce sont des choses qui échappent totalement à l'IRM et qu'on ne voit qu'à l'autopsie. Et puis, les lésions rachidiennes, elles peuvent être graves. Il peut y avoir un hématome épidural, comme on voit ici, et qu'on peut voir également sur l'IRM, ou bien des lésions de cisaillement de la moelle, comme on voit ici avec un enfant qu'on voit sur une pièce autopsique. Les mécanismes d'aggravation, ils sont importants parce que c'est là-dessus qu'on va pouvoir agir médicalement. Les lésions, elles sont constituées quand l'enfant nous est référé, mais il nous reste à prévenir les aggravations secondaires qui peuvent conduire au décès. Donc, l'hématome sous-dural aigu, tout d'abord. Donc, j'ai parlé de l'arrachement des veines corticodurales. On a des caillots frais, sédimentés. Donc, c'est une densité hétérogène, comme on voit sur le scanner ici en bas à gauche. Donc, ce n'est pas des lésions répétées, hein, c'est un traumatisme unique. Simplement, on a une sédimentation avec le caillot en bas et le sérum au-dessus. Et puis, on a un décollement des espaces sous-duraux. On a cet hématome qui est volumineux, qui va comprimer le cerveau. Et quand on opère, vous voyez, quand on ouvre la diurmère, ici, chez ce bébé dont on a fait une craniotomie, on va avoir ce sang, une partie liquide du sang qui va sortir sous pression. Là, on a un caillot qui obstrue l'orifice incomplètement. Et quand on ouvre plus largement la diurmère, on va avoir ces caillots qui sont à la surface du cortex et qu'on va évacuer chirurgicalement. Donc ici, on ouvre la diurmère et on a cet ensemble de caillots. Donc c'est un moment qui est un petit peu délicat parce que la tension peut chuter à ce moment-là. Et puis donc, on a nos caillots qui sortent et on va retrouver le cortex en dessous. Alors, le rôle du liquide cérébrospinal, comme je l'ai dit en introduction, il est extrêmement important parce que c'est là-dessus qu'on va pouvoir agir en tant que neurochirurgien. Là, ce n'était pas un bébé secoué, c'est un AVP qui avait été hospitalisé à H4 du traumatisme. On a refait un scanner à la J4 parce qu'il commençait à aller pas très bien, et puis on voit qu'il y a un décollement qui s'est produit. On a du sang qui s'est collecté ici dans la citerne interhémisphérique, et puis 2 jours plus tard, on a cet épanchement qui s'est constitué, qui est hypodense, et si on fonctionne, c'est un liquide hémorragique qui est en fait du liquide cérébrospinal. Donc en fait, on a l'espace arachnoïdien qui est plus ou moins préservé, mais qui est sous pression, et cet épanchement sous-dural qui correspond à un décollement entre l'arachnoïde et la diurmère, et où il y a ce liquide cérébrospinal hémorragique. Donc, ça correspond en quelques jours à l'accumulation d'un liquide cérébrospinal hémorragique. Il n'y a pas forcément besoin de caillots, ça n'a rien à voir avec l'hématome sous-dural aigu qu'on voit chez l'adulte ou dans de rares cas chez le nourrisson. Et donc, on a un problème liquidien, ça veut dire que la solution, ça va être un drainage. Le liquide, il va s'accumuler pas forcément, il ne sera pas forcément visible. Ici, il peut s'accumuler en fait dans les espaces de Virchow-Robin. Ici, on a un enfant battu qui n'était pas bien, qui avait été intubé. Il y avait un petit hématome sous-dural aigu, et donc on avait prévu de le recontrôler. En fait, on a fait un monitoring de pression intracrânienne. On a vu une pression à 41, ce qui est énorme. On a refait un scanner pour voir si l'hématome avait augmenté. En fait, il avait quasiment disparu. Par contre, on a déjà des lésions ischémiques qui sont apparues
ici au niveau des nerveux centraux, ici au niveau occipital, et 15 jours après, on a cette atrophie cérébrale majeure avec un décollement qui correspond à l'atrophie cérébrale, et puis ici des lésions hyperdenses qui correspondent à une perfusion de luxe. Donc ça, ce sont typiquement des lésions ischémiques. C'est-à-dire qu'on a ce liquide qui est sous pression, qui n'est pas visible parce qu'il est dans le parenchyme. On a nos espaces ménagers avec les espaces arachnoïdiens de Virchow-Robin qui vont être gorgés de liquide sous pression et qui n'est pas visible. Donc, on a une ischémie qui est causée par cette hypertension intracrânienne. C'est un genre de pseudo-tumeur cérébrale aiguë post-traumatique. Là aussi, s'il y a un problème de LCR, ça veut dire que la solution, ça peut être un drainage, en particulier la ponction lombaire. Ici, c'est un bébé qui a été très amélioré par une ponction lombaire. La ponction est extrêmement efficace, comme on voit sur cette fontanelle qui est en creux. Alors pourquoi est-ce que les hématomes sous l'iro du nourrisson surviennent à cet âge-là, plus souvent chez les garçons d'ailleurs? Donc c'est un problème de liquide cérébrospinal, pas de caillots qui vont grossir. Ici, on avait repris 240 nourrissons qui avaient un saignement traumatique, accidentel ou non accidentel, et on a un pic d'incidence entre 3 et 7 mois qui ressemble à ce qu'on voit dans les grossophélies externes, une prédominance masculine également, qui concernait les hématomes sous-uraux, mais pas les traumas. Et on voit que les enfants qui ont nécessité un drainage, il y a vraiment un pic entre 2 et 6 mois, on peut dire, et que la plupart des enfants qui avaient plus de 6 mois n'ont pas eu besoin d'une intervention de drainage. Donc ça montre vraiment qu'il y a un âge qui est particulièrement fragile. Et là, c'est pour montrer la prédominance masculine chez les enfants présentant des lésions intradurales. Si on regarde les lésions extradurales, c'est-à-dire les bosses sérosanguines, les fractures, les hématomes extraduraux, en fait, on a une très discrète prédominance masculine qui n'est pas significative. Par contre, les lésions intradurales, il y a à peu près 2 fois plus de garçons que de filles. Donc, on a vraiment l'impression que les garçons sont plus fragiles que les filles et que, sur le plan des lésions intradurales, de l'hydrodynamique, et que l'âge est extrêmement important. Donc, c'est vraiment une immaturité hydrodynamique qui est liée au sexe et à l'âge. Ici, c'est un petit peu les mêmes statistiques en comparant les enfants en fonction de leur périmètre crânien. On voit qu'il y a vraiment une déviation vers la droite, c'est-à-dire vers les périmètres crâniens plus importants des enfants qui ont eu des problèmes hydrodynamiques par rapport à ceux qui n'en ont pas eu. Donc, la macrocranie, ça prédispose. Pourquoi est-ce que ça prédispose? Bon, c'est au même âge et au même sexe que les hématomes sous-uraux. Alors, certains pensent que ça peut favoriser l'hématome sous-dural, ça peut favoriser l'arrachement des veines corticodurales. En fait, les modèles informatiques montrent que ça aurait plutôt tendance à protéger contre l'arrachement des veines sous-durales. Par contre, il y a une concomitance du terrain et on peut dire qu'il y a une fragilité hydrodynamique chez le nourrisson et surtout chez le garçon. Voilà, c'est ce qui veut dire. Maintenant, l'hématome sous-dural chronique, donc ça c'est quelque chose qu'on connaît bien en pathologie adulte. Chez le nourrisson, on le voit de temps en temps quand il y a une atrophie due à l'épisode initial et on va avoir secondairement cet épanchement sous-dural qui va se mettre en place. Ici, on voit un enfant qui avait été opéré, on voit ses grains qui avaient été mis en place et on avait recontrôlé son scanner à J33 et puis on voit un saignement dans les régions postérieures. On s'était posé des questions, il a été hospitalisé. On a refait un contrôle 9 jours plus tard alors qu'il était hospitalisé et on a un saignement de l'autre côté. Donc là, ce n'est pas dans le service qu'il a été maltraité, c'est un renseignement spontané. Et quand on voit l'IRM qui a été réalisé, on voit ces couches successives de membranes cicatricielles qui se mettent en place. Donc, c'est un renseignement spontané, répété, et donc on a cette masse sous-durale qui va comprimer le cerveau et qui est susceptible, qui peut même enserrer le cerveau alors que même qu'il n'y a pas d'hypertension, que la fontanelle n'est pas tendue. La chirurgie, ça va être la membranectomie. Alors, on a parfois des lésions d'âge différents, c'est-à-dire qu'on a des lésions d'allure chronique qui vont coexister avec des lésions d'allure plus récentes. On a ici l'impression qu'on a une lésion assez chronique avec une membrane qui s'est constituée. Là, on a un hypersignal en flair qui fait penser que c'est quelque chose de plus récent. Ici, on a des lésions d'allure cicatricielle au niveau cérébral avec un épanchement sous-dural qui est plus récent. Et puis, quand on ponctionne, on peut avoir
d'un côté un liquide qui est bien rouge, de l'autre côté un liquide qui est complètement xanthochromique, qui est albumineux, qui correspond à un liquide cicatriciel comme on en voit dans les hématomes sous-duraux chroniques. La même chose avec des lésions probablement récentes au niveau des veines corticodurales et à côté des lésions plus anciennes qui correspondent à l'involution d'un hématome plus ancien. Donc, si on résume, on a l'hématome sous-dural aigu, qui est un gros paquet de caillots qui peut être hétérogène, qui va comprimer le cerveau. L'hématome sous-dural du nourrisson, qui est vraiment la pathologie la plus courante, avec un décollement entre l'arachnoïde et la dure mère, avec ce liquide arachnoïdien qui va s'accumuler, hémorragique. L'hématome sous-dural chronique, on a ces membranes qui se forment et qui vont enserrer le cerveau. La pseudotumore cérébri avec du liquide qui va gonfler et puis l'arachnoïdomégalie, qui n'est pas du tout un épanchement sous-dural, qui est une expansion des espaces arachnoïdiens, qui se voit fréquemment chez le nourrisson au même âge où on rencontre des hématomes sous-duraux traumatiques, et qu'il faut considérer comme une variante du normal dans la plupart des cas. Donc, on va voir maintenant le spectre des différentes lésions cérébrales traumatiques. Donc, on a un traumatisme, une maltraitance ou pas d'ailleurs, qui va entraîner un clivage de l'arachnoïde et un saignement sous-arachnoïdien, il y a une hémorragie sous-arachnoïdienne. Quand on a un caillotage, c'est un hématome sous-dural aigu, voilà ce qu'on a. Mais on a, comme je vous l'ai dit le plus souvent, un blocage du liquide cérébrospinal qui va entraîner l'hématome sous-dural du nourrisson avec ce liquide hémorragique qui va s'accumuler en quelques jours. On peut avoir également une collection à la fois sous-durale et sous-arachnoïdienne. Ici, on voit des espaces arachnoïdiens qui sont larges, mais sous pression avec un sous-dural qui est compressif. Et puis, on peut avoir une collection qui est purement sous-arachnoïdienne. Et puis, on peut avoir des espaces arachnoïdiens qui semblent normaux, mais un enfant qui est en hypertension intracrânienne. Donc, le premier cas, ça va se traiter par la craniotomie pour évacuer cet hématome sous-dural. Ces deux-là vont se traiter par un drainage et ces deux-là vont se traiter par la ponction lombaire. Donc, la corrélation anatomoclinique, donc l'hématome sous-dural aigu, comme je dis, il est rare, il contient des caillots. Et là, c'est un drame qui va se jouer en quelques heures. C'est un enfant qui va dans un coma, un engagement, et qui va nécessiter de passer le bloc rapidement. L'hématome sous-dural du nourrisson, ça c'est la forme usuelle, qui contient essentiellement du liquide cérébrospinal, qui va se manifester soit par des crises, soit par une hypertension intracrânienne, en quelques heures à quelques jours. Donc on a un cadre temporel qui est plus élargi, qui va se traiter par un drainage, soit ponction sous-durale, soit pose d'un drain sous-duro-péritonéal. L'hématome sous-dural chronique, qui lui aussi est rare, heureusement, ça correspond à une lésion atrophique. Donc, on a une macrocéphalie, et puis ça va s'installer en quelques semaines. Il peut y avoir une baisse d'acuité visuelle, donc pas BAC, et le traitement, ça va être, dans certains cas, une membranectomie. Le rôle de l'épilepsie est également fondamental. On parlait beaucoup du liquide cérébrospinal qui concerne particulièrement les neurochirurgiens, mais la gravité, la mortalité, les séquelles lourdes, elles vont être liées à l'épilepsie. Donc, elle peut survenir d'emblée, c'est un malaise avec une perte de connaissance, et puis elles sont facilement négligées chez le jeune nourrisson où en fait il n'y a rien de très spectaculaire. En particulier, la personne qui a secoué l'enfant voit qu'il a l'air de dormir, et enfin il arrête de pleurer, on le met dans son lit, et puis en fait on se rend compte, quand le SAMU arrive quelques temps après, parce qu'on se rend compte qu'il ne se réveille pas, il a convulsé depuis un certain temps. Et donc chez le jeune nourrisson, il faut savoir qu'une crise chez un enfant de moins de 3 mois, il faut le traiter comme un état de mal parce que l'enfant peut continuer à criser sans qu'on s'en rende compte. Donc, c'est une cause de retard diagnostique. C'est particulièrement néfaste parce qu'il y a une excitotoxicité avec libération d'acides gras excitateurs comme l'aspartate et le glutamate qui vont créer des crises. En fait, c'est le cerveau qui s'empoisonne lui-même. Et donc, on a ces crises subintrantes qui ne s'arrêtent pas jusqu'à ce que les neurones soient nécrosés. Et c'est ce qui nous amène au Big Black Brain. Ça, c'est un enfant qui, à 12 heures du trauma, était toujours en train de criser. On voit d'ailleurs qu'il y avait déjà une dédifférenciation entre la substance grise et la substance blanche. Et puis, 20 jours après, on voit que malheureusement, les jeux sont faits avec une atrophie bilatérale majeure. Donc, la clinique, elle peut être évidente, hein, comme ici, cet enfant à gauche qui est en train de criser malgré les traitements qu'on lui donne. Il y a une déviation du regard, des clignements des deux côtés. Mais chez ce bébé, là, c'est beaucoup moins évident. On a
l'impression qu'il tétouille. Quelqu'un qui n'est pas averti peut très bien passer à côté de ceci, et pourtant, c'est un enfant qui est en train de criser, qui avait des électroencéphalogrammes, il y avait des crises permanentes. Donc, ça nous amène à l'ischémie cérébrale. L'ischémie cérébrale, ce qui va nous donner ce soi-disant œdème, qui fait partie de la soi-disant triade. L'ischémie, elle peut être provoquée par l'hypertension intracrânienne, on a une baisse de la perfusion cérébrale, due au caillot, due au liquide cérébral sous pression. Ça peut être la conséquence de l'apnée, quand l'enfant fait son malaise au moment du secouement, ou bien une lésion médulaire. Ici, c'est un ensemble de photos d'un même enfant qui a été autopsié. On a ce cerveau qui est rouge avec du sang à la surface, très peu d'hématomes sous-durables. Et puis, on a cette lésion médulaire qui est catastrophique. On comprend qu'avec ça, il n'a jamais pu reprendre sa respiration et qu'il est mort d'asphyxie. Et on voit ici la pièce autopsique avec cette lésion de la jonction bulbo-médulaire. Donc, hypertension intracrânienne, apnée, lésion médulaire éventuellement, crise, et puis là, il y a le phénomène d'auto-entretien des crises avec l'excytotoxicité. Les conséquences, c'est l'œdème cérébral, le big black brain, et puis l'état de mal qui évolue pour son propre compte. Donc, on a cette spirale fatale avec les pleurs qui vont conduire au secouement. Le secouement conduit à un malaise avec un saignement, et donc se met en place cette spirale avec apnée, baisse de l'oxygène sanguin, ischémie cérébrale, épilepsie, hypermétabolisme, œdème cérébral, hypertension intracrânienne qui va entraîner l'apnée. On peut avoir d'autres lésions, notamment des lésions spinales. On peut avoir également le saignement qui va causer par lui-même une hypertension intracrânienne. Et puis, on va avoir des interactions entre l'épilepsie qui peut entraîner une hypertension intracrânienne, l'hypermétabolisme qui aggrave l'ischémie, l'apnée qui va provoquer l'épilepsie, l'œdème cérébral qui va provoquer l'épilepsie, l'hypertension intracrânienne qui va provoquer une ischémie par des lésions d'engagement, et tout ça qui va aboutir au décès. Donc, en conclusion, on a cet enchaînement qui fait penser à une tragédie grecque parce que c'est à la fois stéréotypé, cet enchaînement fatal d'événements, et puis un stéréotype des personnages et des situations, une unité de lieu, de temps et d'action. Donc l'urgence, c'est de briser l'enchaînement fatal, et puis on peut espérer qu'on va arriver à un changement de paradigme parce que nous sommes maintenant dans une civilisation judéo-chrétienne, et la prévention, comme on voit ici au moment du sacrifice d'Abraham, eh bien, c'est ce qu'on espère obtenir pour venir à bout du syndrome du bébé secoué. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous voulez d'autres informations, vous pouvez en retrouver sur le site Arneurance ou bien voir d'autres vidéos en ligne sur YouTube.